Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Conservatoire national supérieur d'art dramatique pour cette session conclusive des Assises nationales de la mise en scène. Je vous salue évidemment avec mon comparse Jean-Pierre Anet qui va avoir le rôle difficile à tenir de maître des horloges. Et nous saluons aussi évidemment tous ceux qui nous écoutent grâce à la magie d'Internet puisque cette session de cet après-midi est diffusée en streaming sur une chaîne YouTube, celle du syndicat des metteuses et metteurs en scène. C'est un exercice de restitution dans une, vous l'avez compris, dans une contrainte de temps assez difficile à tenir. Et de temps en temps, vous allez entendre ce petit bruit qui veut dire qu'il nous reste 5 minutes pour conclure une table ronde. Et donc, il faudra, s'il vous plaît, nous y tenir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour un Tour de France qui s'achève magnifiquement et votre participation nombreuse est à l'image de ce que nous avons vécu pendant 4 mois en sillonnant l'Hexagone, même et virtuellement jusqu'au territoire ultramarin. Tout ne sera pas dit aujourd'hui. Il y a un document qui est téléchargeable sur le site des Assises nationales de la mise en scène, qui est celui-ci, avec la synthèse de toutes les contributions qui ont été collectées au cours de ces 5 mois de travail collectif. Et donc, on vous invite très chaleureusement à télécharger ce document très complet. Vous allez retrouver aujourd'hui dans les débats quelques éléments extraits de cette synthèse. Il faut évidemment remercier le Conservatoire, Sandy Ouvrier, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, sa directrice, car elle a un petit problème de santé, mais je sais qu'elle est de cœur avec nous, qui nous accueille pour la 2e fois dans ses locaux. Donc, un grand merci aux équipes du Conservatoire pour cette 2e édition. Et je vais dès à présent inviter Cyril Legris, Olivia Burton, Marie-Pia Bureau, Laurent Attaille, Gwenola David à me rejoindre sur la scène. Ils arrivent. Voilà, vous avez ici des micros. Donc, le président du SNMS, tout ça est un peu de sa faute, ainsi que celle du syndicat. Les 3 rapporteuses qui ont suivi les ateliers, et puis un metteur en scène avec qui on a pu travailler aussi dans 2 éditions, qui a été modérateur et rapporteur, je crois, enfin modérateur de 2 éditions. Et donc, je leur ai demandé de résumer en 3 mots l'expérience incroyable qu'on vient de vivre, qui est celle des Assises nationales. Et donc, on va commencer par Cyril, à tout seigneur, tout honneur. Et Cyril, quels sont les 3 mots qui, pour toi, résument ce que nous avons fait? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, les 3 mots, le souffle, la joie et le désarroi. Alors, on explique en très peu de temps. Le souffle, parce que le souffle, c'est avant tout le souffle créateur qui nous anime, et on a vu la passion qu'il y avait dans ces assises. En même temps, on le sait, c'est un système, un écosystème à bout de souffle, mais qui a besoin d'un second souffle qui sera l'après-assise. Ok, le suivant. La joie, parce que la joie, c'est le bonheur intense, c'est le bonheur intense de créer. C'est un mot qui est revenu très souvent pendant ces assises, qui nous a tous et toutes touchés profondément et qui nous accompagne. Voilà. Et on finit malheureusement par le désarroi. Alors, ce n'était pas forcément mon tiercé gagnant, mais comme il est dans cet ordre-là, le désarroi, bien entendu, c'est la confusion générale qui règne actuellement, les problématiques, comme vous le savez, de coupes budgétaires, de difficultés dans nos métiers. On l'a beaucoup rappelé pendant ces assises. Et c'est aussi un mot qui nous accompagne malheureusement au quotidien, mais pour lequel on va tout faire pour se battre contre. Merci. Olivia. Bonjour. Ça marche? Oui. Bonjour. Alors moi, c'est intensité, fragilité au pluriel
et collective, l'adjectif collective. Donc intensité, bon, c'est évidemment celle qui était celle de la passion et du travail des metteuses et metteurs en scène qui ont parcouru toutes ces éditions des Assises. C'était aussi l'intensité des échanges et de l'affluence en fait qu'il y a eu au cours dans les 8 villes que nous avons visitées. Fragilité, c'est d'abord celle de l'écosystème, mise à mal par différents facteurs sur lesquels nous reviendrons assurément cet après-midi, et par voie de conséquence, la fragilité accrue des artistes. Et enfin, collective, comme intelligence collective, celle qui fut à l'œuvre pendant ces éditions, et comme lutte collective qu'il semble urgent de, sinon mettre en place, en tout cas largement renforcer. Merci pour la concision. Marie-Pierre. Alors moi, c'est la truelle, le trépied et le trémolo. La truelle parce que y a un fort besoin de construire et de se coltiner à la matière. Le trépied parce que y a un grand besoin d'assises dans la tourmente et d'assises au singulier et au pluriel comme ces assises. Et puis le trémolo parce que on était à un endroit de réflexion sur des questions professionnelles. Mais comme les métiers que pratiquent les uns les unes les autres sont des métiers de fort engagement, il y avait aussi beaucoup d'émotions qui émanaient de toutes les discussions dans les ateliers. Merci. Laurent. Alors c'est la rencontre, c'est l'effervescence et c'est les horizons. La rencontre, évidemment, parce que c'était l'occasion, parfois même troublante, de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps ou de découvrir des gens qu'on ne connaissait que par le nom ou la réputation. L'effervescence, parce que cette rencontre-là, justement, a fait, on l'a dit, une avalanche de propositions dans tous les sens, les plus farfelus comme les plus raisonnés. Et puis, les horizons, même si la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était plutôt dépression, pas désarroi, mais les horizons, parce que je pense qu'on a un devoir d'optimisme, quand même. On sait que ça ne va pas aller mieux tout de suite, mais à un moment, ça ira mieux. Donc, gardons en tête les horizons possibles qui s'ouvrent à nous. Horizon favorable, donc. Gwenola, pour conclure. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est diversité, désir, difficulté. Diversité parce que ces assises ont rassemblé près de 1100 artistes d'horizons, d'expériences, de territoires, de secteurs, d'esthétiques très très différents qui sont rarement mis en dialogue et ils ont pu réfléchir ensemble à leur métier. Donc, c'est une occasion rare qui leur a été offerte grâce à ces assises. Le désir parce que évidemment, il en faut beaucoup et puis que ça ne suffit généralement pas. Il faut l'armer de courage, de pugnacité, de travail acharné. Comme on dit, le talent sans travail n'est jamais qu'une seule manie. Et des difficultés, parce qu'il y en a. Il y en a de plus en plus pour surmonter les obstacles, pour réaliser ses désirs et tracer une trajectoire. Mais il y a eu également beaucoup d'expériences inspirantes partagées au cours de ces rencontres et donc de nombreux chantiers à ouvrir qui témoignent d'un grand besoin d'écoute de la profession. Merci beaucoup pour ce panorama rapide qui vous décrit l'histoire en fait, des assises telle qu'elle a été vécue par ceux qui les ont menées. On vous retrouve dans quelques instants. Donc je vous invite à regagner la salle ou la coulisse et je vais quant à moi faire une rapide présentation avant de passer à l'introduction. Vous l'avez compris, les Assises nationales de la mise en scène se sont produites dans 8 villes en France, Lyon, Lille, Paris, Marseille, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Toulouse depuis le mois de septembre dernier, avec 3 sessions en visioconférence avec la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Martinique, malheureusement, pas avec Mayotte, puisque nous avions programmé après le cyclone une réunion avec Mayotte et que pour les circonstances que vous savez, il n'a pas été possible de tenir cette réunion, mais on leur adresse évidemment à nos collègues mahorais toute notre solidarité en espérant que tout sera fait pour qu'ils puissent retrouver des conditions normales de travail au plus vite. 70% de taux de participation par rapport aux inscrits aux assises nationales. 1083 participants, dont 65% de femmes.
le théâtre représentant 75,1% des effectifs de ceux qui ont contribué à la réflexion collective. Nous avons fait 6215 km, dont 90% en train. Donc on est à peu près cohérent avec l'atelier responsabilité tel qu'on l'a proposé. Soit 114h30 d'atelier avec 28 modérateurs, 7 rapporteurs et 75 intervenants. Je donne ces chiffres, ce n'est pas pour un Guinness des records, c'est simplement pour vous donner la mesure de l'entreprise telle qu'elle a été développée et vous dire que nous considérons que sans avoir pour autant mené une démarche scientifique dans la mobilisation de cette profession des metteuses et metteurs en scène, il y a eu, dans l'amplitude du mouvement qui a été déclenché, une légitimité incontestable à ce que ces paroles collectées et collectives soient aujourd'hui entendues pour ce qu'elles valent, c'est-à-dire une expression réelle du terrain. Il s'agissait en premier lieu de documenter une profession qui est assez mal connue, assez mal identifiée. Nous avions une intuition qui était à rebours des approches habituelles pour analyser un secteur professionnel, et on a eu l'idée à ce moment-là de lancer une vraie consultation nationale pour mieux comprendre cette profession mal identifiée et mal connue et souvent mal réglementée. Qu'est-ce que c'était qu'être metteuse ou metteur en scène aujourd'hui dans le monde tel qu'il a été décrit par ce nuage de mots il y a quelques instants? Eh bien, pour répondre à cette légitime et utile interrogation, il fallait d'abord s'adresser aux intéressés eux-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait en mettant en œuvre une démarche démocratique, plutôt nouvelle dans ce métier, au plus près des réalités de terrain, sans présupposés, sans surplomb, sans vision pyramidale, en sympathie avec un art qui est situé, vous le savez, au carrefour de toutes les pratiques professionnelles du spectacle vivant. En effet, les artistes, les auteurs, le plus souvent initiateurs et porteurs des projets, eh bien, ces metteurs en scène se tiennent à la croisée de toutes ces problématiques. Et puis, il fallait que cette démarche participative que nous avions engagée soit vaste et concerne l'intégralité du champ d'activité des metteuses et metteurs en scène. C'est pour ça que 3 ateliers ont été proposés. Un focalisé sur la notion de trajectoire, la trajectoire étant le parcours de vie et le parcours professionnel et l'articulation des deux dans la vie d'un artiste qui fait de la mise en scène. Et puis le deuxième sur la notion de processus de création, car un metteur en scène ou une metteuse en scène est avant tout quelqu'un qui crée une œuvre ou des œuvres. Et donc comment ce processus pouvait s'inscrire dans la durée et dans quelles conditions d'existence il était en mesure de se développer. C'était le sens du deuxième atelier intitulé « Processus ». Et puis enfin, il fallait interroger également le rôle de ces artistes dans l'écosystème du spectacle, bien sûr, mais également au sein de la société. Et envisager la question du miroir possible entre le monde du spectacle et celui de la société. Est-ce que le monde du spectacle était ou pas en avance, à l'image de la société française, en retard, en décalage? Ce sont des questions qui ont été traitées par l'atelier responsabilité, où on relevait 3 défis à analyser. Un défi démocratique, qui est celui évidemment de l'accès de la culture au plus grand nombre, mais aussi des conditions relationnelles entre le politique et le monde culturel. Le deuxième défi touchait à la question de l'égalité, incluant évidemment des enjeux relatifs à l'égalité, à la diversité, à l'inclusion, à la parité. Et puis, un troisième chantier qui était important pour nous, c'était celui de la transition écologique et de la capacité à adapter le travail des metteurs en scène à ces défis qui sont des défis qui nous concernent tous. Tout ça a été possible grâce à un engagement majeur des artistes venus dans les assises, mais également à celui des partenaires qui ont accompagné cette démarche. Et donc on est vraiment là dans une démarche qui aussi est assez innovante, puisque au-delà du caractère participatif des assises, il y a eu, je dirais, une sorte de caractère participatif des organisations professionnelles qui se sont réunies autour des enjeux collectifs
en disant « Nous accompagnons cette démarche et nous sommes nous aussi à l'écoute de ce que le terrain doit nous raconter, comment on peut l'entendre, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, comment on peut le prolonger de façon concrète. » Donc, ce Tour de France, je le disais, qui a réuni plus de 1000 participants, mérite qu'on y regarde de près. Ce qui se dévoile surtout, c'est qu'il y a beaucoup plus de convergence que de dissensus dans les paroles et les propositions qui ont été collectées. En vérité, le commun l'emporte très largement sur le singulier, le maître des horloges a frappé. Et vous allez l'entendre aujourd'hui dans les 5 chantiers que nous allons ouvrir, car les assises sont là non pas pour conclure, mais pour ouvrir un programme de travail qui, je l'espère, nous l'espérons, sera fructueux. Donc, comprendre, constater, proposer, pour lancer 5 chantiers. Comment révéler une profession mal connue, chantier numéro 1 que nous verrons tout à l'heure. Comment mieux former, mieux accompagner l'émergence, comment aider à l'entrée dans ce métier, chantier numéro 2. Comment mieux connaître et reconnaître un art qui est aujourd'hui mal représenté en vérité dans le champ symbolique et dans le champ réel de l'action, chantier numéro 3. Comment construire une nouvelle éthique de la scène, qui renvoie notamment à l'atelier responsabilité. Et enfin, comment considérer que les artistes, metteuses et metteurs en scène sont des acteurs de la transformation et non pas simplement des spectateurs de réformes qu'on pourrait simplement leur imposer. Et donc nous allons passer à la première partie. Vous allez voir qu'il y a des petites vidéos qui sont passées. Je crois qu'on a zappé la première, il me semble, c'est ça. Alors on la mettra tout à l'heure avant l'entracte. Donc on va passer directement à la deuxième. Ces vidéos sont des portraits pour documenter aussi cette profession qui ont été tournés avec l'appui de l'AFDAS, qu'on remercie infiniment. Elles sont sur le site. On a fait un petit montage là, un best-of, simplement que vous entendiez des paroles de metteuses et metteurs en scène avant chaque chantier. On va commencer donc par cette vidéo et ensuite on passe à l'introduction. Merci beaucoup. Alors là, si vous avez 5 heures, pourquoi je fais du théâtre ? D'abord, j'ai commencé en tant que comédien. Il y avait quelque chose de, je sais pas, de philosophique, surtout sur le rapport à la vie et le rapport aux autres et le fait d'incarner la vie d'autres personnes, sur l'empathie, sur la compréhension du monde, qui me touche beaucoup. Et puis après, il y a aussi quelque chose de la vie en XXL, c'est-à-dire comme si le théâtre est un peu un concentré des émotions, des histoires, de notre rapport à la société, à ce qui nous entoure. Moi, je suis beaucoup porté par notre rapport à la société et comment on fait histoire, comment on est impacté par la politique qui nous entoure, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on porte comme vêtements, dans des choses comme ça. Et du coup, c'est ça qui me motive, et puis de réenchanter aussi le monde et les histoires qui nous entourent. Je sais que sur les spectacles, sur Pale Blue Dot, sur les lanceurs d'alerte, ou sur Cannes, sur Wikileaks, où là, faut-il séparer l'homme de l'artiste, qui est quand même sur le féminisme, c'est aussi une manière de dire aux gens, en fait, il se passe plein de choses dans notre société et on est responsable de ce qui nous entoure. Et pour moi, le théâtre est un média, mon média, pour mettre en lumière ça. Je fais du théâtre pour être avec des gens. Je fais du théâtre pour co-créer. Je pense que c'est un art qui ne peut pas se faire seul. Ou alors, si, ça vient des seuls en scène. Mais ça, c'est vraiment pas ce qui me porte. J'en ai fait un seul en scène. Je l'ai fait avec 6 créateurs et créatrices autour de moi qui travaillaient sur la vidéo, sur le son, la musique, la lumière, et qui étaient toutes et tous des créateurs eux-mêmes et elles-mêmes, soit metteurs, metteuses en scène, auteurs, autrices, comédiens, comédiennes. Et je trouve que c'est un art qui se nourrit de ça. Alors, quelques éléments chiffrés, rapidement, vous les aurez dans le rapport que je vous ai montré tout à l'heure. Grâce au travail d'Audience qui a mis à disposition son Data Lab, on a collecté quelques données, et vous verrez, elles sont étonnantes parfois. En tout cas, cette démarche-là est aussi assez nouvelle, puisque quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait extrêmement peu de données disponibles. Aujourd'hui, je vais aller assez rapidement, tout ça est dans le rapport. Aujourd'hui, il y a 10 884 en 2023 personnes différentes déclarées par les employeurs comme metteuses ou metteurs en scène. Sur ces 10 884,
La part des femmes représente 56,3%. Si on traite de la question de la rémunération par tranche de salaire, vous verrez que la plus grande partie des rémunérations comme metteuse ou metteur en scène sont en dessous de 6 000 € par an. Il n'y a que 2 158 personnes déclarées entre 6 000 et 20 000 € par an. Il est bien dit que ces artistes peuvent aussi avoir d'autres activités comme comédiens, etc. Ce n'est pas 100% de leur rémunération annuelle. On est uniquement sur la partie metteur en scène. S'agissant du nombre d'heures déclarées, vous verrez que 8 696 personnes sont en dessous de 297 heures par an comme pour un travail de mise en scène et 2188 au-dessus. Je vous renvoie au chiffre connu de tous qui est 507, qui est un chiffre clé pour tout le monde. S'agissant de la pyramide des âges, la majorité des personnes se situe entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire plus de 30 et moins de 50, soit 80% des personnes déclarées sur les 10 884, avec une courbe concernant les femmes qui est descendante, puisqu'on passe de 63% en moins de 30 ans à 43% à plus de 60. Voilà pour les chiffres principaux qui sont nettement plus détaillés dans le rapport. Je vous invite à y revenir. Et encore merci beaucoup à Audience pour ce travail qui a été fait et qui est tout à fait nouveau. S'agissant maintenant de chiffres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. En 2024, 448 nouvelles œuvres de mise en scène ont été déclarées au répertoire, soit 7% par rapport à 2023. On parle bien des œuvres de metteurs en scène, des déclarations à la SACD en qualité de metteur en scène, non pas d'auteur dramatique. Soit 12% de nouvelles déclarations par rapport à 2023. Les droits de mise en scène qui ont été répartis aux auteurs metteurs en scène via la SACD en 2024 représentent 5,46 millions d'euros, soit une progression de 11,5% par rapport à 2023. De 1256 œuvres de mise en scène ont fait l'objet d'une répartition de droits en 2024, soit plus 8%. Et sur les 6 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2024, près de 1450 metteurs en scène domiciliés en France ont perçu des droits de mise en scène par l'intermédiaire de la SACD. Sur la seule année 2024, 900 metteurs et metteuses en scène domiciliés en France ont perçu des droits, soit 70 de plus que 2023, dont, ça c'est important, 62% d'hommes et 38% de femmes. Aujourd'hui, quand on travaille sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce sont, à notre connaissance, les 2 sources d'information les plus fiables que nous avons. On traitera ce point tout à l'heure dans les chantiers. En tout cas, un grand merci à Audience et un grand merci à la SACD pour leur contribution à cette première analyse chiffrée. Et on va aller un petit peu plus loin, là encore une fois avec l'AFDAS, puisque quand on a évoqué ce projet avec Thierry Teboul, qui est ici, qui va intervenir tout à l'heure, et ses équipes, on s'est dit qu'il y a une documentation à construire sur ce métier. Et donc la proposition a été faite, on s'y est immédiatement engouffré, de dire confions à 2 sociologues, 2 chercheurs, une analyse monographique, qualitative, sur le métier de metteur en scène. Et c'est ce qui va être présenté aujourd'hui par Quentin Génissel et Eva Ohaillon qui vont me rejoindre, du cabinet Rosa, qui a travaillé avec donc, le syndicat des metteurs en scène et l'AFDAS en faisant une étude monographique sur qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène. Eh bien, ils vont nous le dire tout de suite. C'est à vous, Quentin, ils sont là. Un petit encouragement, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Il va y avoir un PowerPoint, etc. Donc, on va peut-être un petit peu baisser la lumière dans la salle pendant qu'ils font leur démonstration. Merci beaucoup. À vous de jouer. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour à tous. On est très content du coup de vous présenter les résultats de notre étude. Pour vous en dire un petit peu plus, si on passe sur la slide suivante. Donc, notre méthodologie de recherche était la suivante. On a mené des entretiens avec des metteurs en scène à succès, que vous pouvez voir ici. Johanna Boyer, Stéphane Brochweg, Martin Palis, Ronan Rivière et Camille Trouvé. Merci à eux d'ailleurs pour leur temps.
Et en parallèle, on a fait des recherches documentaires et une revue de la littérature scientifique sur le sujet. Le but étant d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène ou une metteuse en scène. Voilà, on est parti d'un constat de départ. Vous m'entendez? On est parti d'un constat de départ, et un des constats de départ qui a motivé ce travail, en réalité, c'était que le fait que la mise en scène, comprise comme un métier, a de la peine à se définir lui-même, ce métier. Sur la slide d'après, on vous explique qu'on s'est donc intéressé à 150 ans d'histoire récente à peu près. On s'est plongé dans les visions d'André Antoine, de Vsevolod Meyerhold, d'Antoine Vitesse, d'Ariane Nouchkine, de Thomas Ostermeyer et beaucoup d'autres. On s'est ensuite documenté sur l'écriture de Plateau, le mouvement post-dramatique, des auteurs beaucoup plus récents. Puis on a demandé à chacun de nos répondants de caractériser leur métier. On a aussi visionné les 15 portraits vidéo qui ont été proposés par le syndicat national. On a réalisé que ça allait être difficile de trouver un terrain d'entente. C'est d'ailleurs là qu'on s'est demandé si on avait bien fait d'accepter la mission. Mais plus sérieusement, on a observé que c'est d'abord un métier artistique qui a pour particularité, plus qu'un peintre, que pour un chorégraphe, d'articuler la maîtrise artistique dans de multiples savoirs et compétences techniques et organisationnelles. Voilà, on est parti de ce socle-là. On parle de polyglossie artistique et technique. Voilà, c'est un terme un peu savant qui nous semblait bien résumer la maîtrise des différentes techniques, des différents langages. Et le spectre des prérogatives, en réalité, du metteur en scène et de la metteuse en scène, le spectre des prérogatives est très large, si large même que ce métier a du mal, en réalité, à se conformer aux classifications des métiers usuels dont on a l'habitude, ce qui pose problème et ce qui motive. Entre autres, la tenue des assises. Voilà. Alors, on s'est penché sur la question des compétences, et Eva va vous en parler un petit peu plus en détail. Merci beaucoup. Sur les compétences, alors évidemment, il y a des compétences artistiques propres à la mise en scène, mais ce qu'on a pu noter, c'est que finalement, des compétences extra-artistiques, si on veut, étaient régulièrement citées. Et parmi ces compétences, le premier type de compétences, c'est des compétences entrepreneuriales. Finalement, être metteur en scène ou metteuse en scène, ce serait un petit peu diriger sa petite entreprise, à en croire les entretiens. Et là-dessus, les compétences plus précisément qui sont déployées, ce sont des compétences, par exemple, de gestion de projet, c'est-à-dire qu'il faut être gardien ou gardienne du temps, gérer des contraintes logistiques et matérielles. Il faut aussi faire de la gestion budgétaire. On l'a dit tout à l'heure, on sait que c'est de plus en plus compliqué, que c'est un métier qui est de moins en moins régulé et que du coup, comme certains ont pu nous le rapporter, il faut faire preuve finalement d'empilement ou de système D et qu'on n'est pas sur vraiment une gestion budgétaire classique. Enfin, il y a aussi des compétences d'ordre légal. Évidemment, le metteur en scène n'est pas lui-même employeur, donc il n'est pas forcément responsable direct de la troupe. En revanche, ce qui nous a été rapporté, c'est le fait de connaître, par exemple, le droit du travail, savoir quels sont, par exemple, les décors à ignifuger ou pas. Des connaissances finalement assez larges, mais très importantes. Ensuite, dans les types de compétences, il y a les compétences commerciales. On ne s'attend pas forcément à ça quand on parle de mise en scène, mais on nous a mis en avant le fait que finalement la vente était très important et que savoir vendre son projet, c'était essentiel. Ça prend deux formes. Une forme en amont du spectacle, savoir faire du réseautage, et puis aussi savoir vendre son projet auprès d'une équipe pour fédérer les bonnes personnes et se rassembler autour d'un projet. Ensuite, d'autres compétences, cette fois plutôt humaines. Évidemment, quand on parle de mise en scène, on parle de personnes qui sont sur le plateau. Et donc, il faut savoir faire preuve de management. Alors, c'est un mot qui a été cité à plusieurs reprises, emprunté plutôt au monde de l'entreprise. On a aussi entendu le terme de RH, donc ressources humaines.
quoi qu'il en soit, on nous a dit que finalement, savoir accompagner sa troupe, savoir parler différemment à chaque personne pour pouvoir en fait tirer le meilleur de chacun était essentiel. On nous a aussi rapporté le fait que le soin est sur le retour de la scène, qu'aujourd'hui, notamment avec ces questions de consentement, on doit de plus en plus faire attention aux soins qu'on apporte à sa troupe et l'accompagner de mieux en mieux. Tout ça, finalement, nous permet en fait de voir quel pourrait être le futur du rôle de metteur ou de metteuse en scène. Et je redonne la parole à Quentin. Voilà, en fait, l'exercice, déjà pour le recontextualiser un petit peu, provient de deux profanes. On n'est pas issus du monde du théâtre. On a un regard, disons plutôt de sociologue, de sciences humaines sur le sujet. Comme on travaillait main dans la main avec l'AFDAS, évidemment que la focale était placée sur l'enseignement de la mise en scène. Première grande question qu'on s'est posée, qui en fait est logée dans une controverse assez ancienne en France, en tout cas dans le théâtre francophone, qui est de savoir si la mise en scène s'enseigne ou pas. Est-ce qu'elle peut s'enseigner, est-ce qu'elle doit s'enseigner, et quelles sont les formes d'enseignement qui sont observables. Il y a une revue dont on sait beaucoup, à laquelle on s'est beaucoup intéressé, que je vous recommande. Elle est disponible sur commande, c'est le numéro 230 de la revue Théâtre Public, qui traite justement de cette question de l'enseignement de la mise en scène. C'est une revue qui est sortie en 2018, et à travers laquelle on a un panorama assez large et assez exhaustif des formations à la mise en scène qui existent en France, mais surtout ailleurs. On a aussi toute une somme de témoignages de différents théoriciens, de différents enseignants à la mise en scène, qui nous posent comme ça un paysage assez complet de différentes philosophies, de différents esprits de l'enseignement de la mise en scène. La France fait plutôt figure de mauvais élèves dans le tableau mondial, et disons, se met à l'enseignement de la mise en scène plus tard que les autres. Mais aujourd'hui, les formations qui existent, qui sont maigres, sans doute beaucoup diraient trop maigres, trop peu nombreuses, montrent quand même qu'il y a une philosophie française de l'enseignement de la mise en scène, une philosophie francophone en fait, qui peut être mise en écho avec ce qui se passe en Belgique ou en Suisse, à la Manufacture à Lausanne par exemple. On observe qu'on hérite quand même d'un enseignement qui s'inspire du compagnonnage, un enseignement assez vertical, où il y a une relation maître-élève qui est très importante, assez verticale encore une fois, et chaque formation constitue un creuset dans lequel on baigne des étudiants metteurs en scène, metteuses en scène, au contact d'autres corps de métier. On les met au contact de comédiens, on les met au contact d'artistes lumière, d'ingénieurs du son, qui permet comme ça de tisser petit à petit une toile de compétences qui vient entrer en écho avec un univers singulier. L'école est là pour aider chaque étudiante metteur en scène à trouver son univers singulier, son univers artistique. Donc il y a une dimension très individuelle. On a aussi exploré le côté collectif des formations. Vous trouverez tout ça dans le rapport. Pour dire un mot plus largement et sortir de la formation sur la prospective donc, de ce métier de metteur en scène, de metteuse en scène, on va ajouter une petite couche de complexité à cette complexité déjà existante, cette complexité des compétences, des prérogatives, des responsabilités, qui serait une ambiguïté. On va vous laisser avec une ambiguïté qui est exposée un petit peu sur cette slide, mais je vais la détailler un petit peu. Tout d'abord, les compétences décrites par Eva précédemment redonnent tout son sens à l'expression artiste-cadre. Alors c'est une expression dont je ne sais pas si elle est très utilisée parmi vous. En tout cas, elle est référencée dans la littérature, notamment parce que l'INSEE utilise le terme d'artiste dirigeant ou encadrant dans la classification des métiers pour désigner les metteurs en scène. Donc, un premier mouvement qui est celui de redonner tout son sens à l'expression artiste-cadre, statut auquel la littérature donc fait référence et qui place le metteur en scène ou la metteuse en scène comme salarié ayant une position impliquant des responsabilités importantes, avec des fonctions de décision, de direction, alors direction d'acteur, mais direction plus généralement d'une organisation, de conception et de contrôle. Voilà, ce sont des mots qui sont empruntés au vocabulaire des organisations, pas forcément des entreprises, mais ce statut-là est un statut de fait, on l'observe, et il mériterait d'être davantage reconnu dans l'univers culturel, mais dans la société dans son ensemble.
Voilà. Et ce statut-là implique tout un nombre de conséquences, alors salariales, mais aussi dans le paysage de la formation tel qu'il se constitue, tel qu'il se structure aujourd'hui en France. D'un autre côté, donc là on était sur un constat plutôt de structuration de la posture, de la fonction de metteur en scène, de metteuse en scène parmi un collectif et aux manettes d'une organisation qui va modifier le temps et l'espace pour parvenir à monter un projet de spectacle. Et d'un autre côté, on observe tout un ensemble de dynamiques assez différentes, des dynamiques qui viennent de la société dans son ensemble et qui convergent vers une horizontalisation de la création d'œuvres scéniques, c'est-à-dire davantage de reconnaissance de la participation des autres corps de métier au processus de création. Il y a dans l'histoire de la mise en scène, surtout au XXe siècle, à l'époque où on refusait de croire que la mise en scène pouvait s'enseigner, on baignait encore dans le romantisme de la figure du metteur en scène ou de la metteuse en scène au talent inné, la figure du génie. Et donc on invisibilisait le travail, on mettait ça sous le tapis, il fallait cacher la sueur pour ne mettre en lumière que le caractère presque spontané de la création. Petit à petit, on s'est détourné de ce fantasme de l'inné et on a accepté que la mise en scène demande du travail et donc on a accepté aussi l'idée de l'enseigner, de la déconstruire et de l'articuler en plusieurs blocs, en programmes, en cursus. Et ça, dès très tôt, dans la revue que je vous ai citée, vous trouverez un programme d'enseignement de 1908, qui date un petit peu, mais qui avait une vision méthodique, structurelle, systématique de l'enseignement à la mise en scène. Cette vision-là est portée. On a accepté qu'il y a du travail et donc que ça s'enseigne. En revanche, ce qu'on a moins accepté, c'est l'observation qu'on a eue avec Eva. Eh bien, c'est le caractère, alors je ne vais pas dire gestionnaire, ça ferait vraiment gros mot, mais de compétences gestionnaires. Ce sont des compétences qui sont invisibilisées, qui sont en tout cas assez peu formulées telles quelles dans le monde de la formation et peut-être dans le monde de l'après-formation. Et cette aspiration à plus de reconnaissance du fait qu'on a besoin de compétences gestionnaires nous mène à avoir ce constat final qu'on a une ambiguïté entre, donc je me reprends, on avait d'un côté la figure du metteur en scène central qui organise, qui gère, on a de l'autre côté une dynamique vers plus d'horizontalité, de verticalité, de réciprocité, pas de verticalité, et le metteur en scène se place finalement dans un collectif dont on vient même parfois, il y a un article de littérature en 2019 qui vient parfois titiller la question de l'octorialité, de l'autorité, de la propriété intellectuelle du spectacle. Cette horizontalisation qui est illustrée par l'écriture de Plateau, par exemple, vient parfois remettre en question l'idée que la propriété intellectuelle du spectacle est seulement entre les mains du metteur en scène ou de la metteuse en scène. C'est un article qui le dit, mais qui nous montre bien qu'on est dans une phase assez dynamique où on a effectivement on a une volonté de reconnaître davantage le rôle de pilote du metteur en scène, de l'artiste cadre, metteur en scène, metteuse en scène, et de l'autre côté, une nouvelle distribution, un aplatissement, de nouvelles formes de réciprocité dans l'acte de création scénique qui est reconnu comme un processus. Voilà un petit peu les conclusions auxquelles on est parvenu et on serait ravis de répondre à vos questions et surtout vous pourrez lire notre rapport dans le rapport des assises. Merci beaucoup pour votre écoute. Oui, merci beaucoup. Le rapport est intégralement intégré au rapport des assises. Donc il est aussi téléchargeable. Si on veut vous poser des questions, il y a une adresse à laquelle on peut vous écrire en lisant le rapport. Oui, il y en a une. On peut écrire sur Quentin, @rosafutur au singulier, avec un S, pardon. Rosafutur avec un S, donc ROSAFUTURES, @gmail.com. Non. Quentin. Ils sont meilleurs en analyse qu'en com. Hein. Quentin, @rosafutur.com.
Ok, on le mettra sur le site évidemment des assises, mais un grand merci à vous. L'étude est vraiment passionnante. Là, vous avez fait un survol rapide, mais il faut rentrer dans le contenu. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne. Pablo.